Bonjour à toutes, bonjour à tous ceux qui ont pu se connecter ce lundi à 18h. Alors nous sommes très heureux chez Naos de pouvoir vous accueillir et de pouvoir organiser ce tout premier LinkedIn Live. Donc je m'appelle Emmanuelle Després, je suis en charge de la communication de Naos, mais je vais très vite passer la parole à nos deux intervenantes. Alors juste vous dire que ce rendez-vous de live sur LinkedIn, on souhaite vous le proposer régulièrement sur des thèmes qui nous semblent importants pour nous, des thèmes d'actualité qui méritent que l'on débatte ensemble et que l'on réponde à vos questions, puisque c'est vraiment l'enjeu de ce moment, c'est un moment d'échange. Aujourd'hui, on va vous parler solaire ou comment concilier sécurité et santé de la peau avec le respect du vivant. Et on a avec nous Aurélie Guyou, qui est notre directrice recherche et développement. Et nous sommes accompagnés de Céline Couteau, docteur en pharmacie. Alors, pensez à poser vos questions sur le chat qui est dédié à cela, parce que voilà, on a préparé une petite intervention, mais très courte, puisque comme je vous le disais, l'important c'est vraiment ce moment d'échange et de discussion. Donc, Aurélie, je te propose de prendre la parole. Nous t'écoutons. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Guyou, je m'occupe de la recherche et du développement pour Naos. Et comme l'a dit Emmanuel, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet d'actualité, les produits solaires et comment allier sécurité et respect du vivant. Donc, avant de vous parler de notre approche scientifique dans le développement de nos produits et vraiment en détail, je voudrais faire une petite parenthèse autour de la philosophie avec laquelle on conçoit nos produits. En fait, au cœur de tous les produits Naos, il y a une démarche qu'on appelle l'éco-biologie. Donc, c'est un terme en fait qui résume la façon avec laquelle, tout l'état d'esprit en tout cas, et la façon avec laquelle on développe l'ensemble de nos produits. Donc, on est inspiré par les sciences de la vie d'une manière générale, telles que la biologie, sciences du vivant, mais on se soucie également de l'ensemble des interactions que peuvent avoir nos produits avec la peau, avec les cellules de la peau, mais aussi avec l'environnement. Et l'étude de toutes ces interactions, c'est l'écologie. Donc, on a fusionné les deux termes pour créer l'écobiologie, et tout ça pour vous dire que on s'intéresse évidemment à cette notion d'interaction à toutes les étapes du développement des produits. Et la première interaction que peut avoir un produit, c'est avec l'écosystème de notre peau, puisqu'on considère la peau comme un écosystème à part entière. Donc la peau est un organe vital, je pense que la plupart d'entre vous le savent. Nous, c'est notre domaine de prédilection. On travaille tous avec la peau en ligne de mire, son profond respect, sa sécurité avant tout. Et donc oui, les interactions entre les produits et les cellules de la peau, que ce soit des cellules humaines ou microbiennes, avec ce fameux microbiote, sont fondamentales. Et au-delà de cet écosystème peau, donc on veut respecter le vivant et donc avant tout les êtres humains, on s'intéresse bien évidemment à notre empreinte environnementale. Et donc quand on parle d'écosystème, il y a aussi les écosystèmes au sens large. Et quand on parle de produits solaires, eh bien on est très soucieux sur l'empreinte que peuvent laisser ces produits tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au niveau des océans, des mers lors des baignades, mais aussi dans les eaux douces. On va revenir là-dessus sur ce point-là tout à l'heure. Donc en fait, on a deux mots pour expliquer nos engagements vis-à-vis de la planète qu'on a résumé via ce pictogramme et qu'on appelle Coral Safe. Mais je vais vous en dire un peu plus. Au-delà du corail, on s'intéresse aussi à d'autres organismes marins. Donc derrière cette démarche qu'on appelle Coral Safe, on a déployé un plan d'action très concret qui va s'appuyer sur 3 engagements et avec pour chacun de ces engagements des preuves. Et donc je vais revenir dessus pendant quelques minutes avant bien sûr qu'on puisse échanger tous ensemble et que vous puissiez me poser toutes vos questions. Le premier engagement très important, c'est considérer l'impact de nos produits sur les écosystèmes aquatiques. Donc, comme je vous le disais, il y a se soucier de l'impact sur les coraux, mais pas que. On a voulu en fait sélectionner plusieurs organismes qui vont être représentatifs des différents écosystèmes aquatiques que l'on peut avoir autour de nous. Donc, il y a l'océan, les mers, mais il y a aussi l'eau douce, les lacs et les rivières. Pourquoi est-ce très important de considérer aussi l'eau douce? C'est pas que pour les baignades occasionnelles dans les lacs. C'est tout simplement que nos produits solaires, on va les développer et les concevoir pour qu'ils restent au maximum en contact avec la peau et qu'ils protègent la peau des coups de soleil ou du vieillissement prématuré le plus longtemps possible. Donc, on a des formules qui sont globalement très résistantes à l'eau, à minimal résistantes à l'eau.
Du coup, la majorité du produit solaire va se retrouver éliminé au moment de la douche et se retrouver en contact finalement avec les stations d'épuration et avec les systèmes de l'eau douce. Donc c'est pour ça qu'au-delà du corail qui est très connu des consommateurs, très médiatisé, on s'est intéressé à deux autres espèces. Alors je reviens juste quelques minutes sur chaque test. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas testé que nos filtres tout seuls, ni des associations solaires isolées. On a vraiment voulu tester nos formules une par une. Donc en fait, on a testé toutes les formules Naos, 100% de nos formules solaires, ce qui représente plus de 50 formules selon ces trois méthodes et contre ces trois organismes représentants des écosystèmes aquatiques. Donc le premier, c'est un test sur le corail. On a observé la rétractation des polypes du corail, c'est-à-dire la partie terminale. C'est un peu comme si on coupait les cheveux ou on coupait les ongles du corail pour pouvoir faire nos tests. On a regardé la rétractation des polypes, mais aussi le blanchiment des boutures. Ensuite, on s'est intéressé à une algue. Alors, pourquoi une algue? Deux critères. Un, en fait, le corail, je ne sais pas si vous le savez, mais du coup, il vit en symbiose avec une micro-algue. Et c'est aussi quand cette micro-algue est altérée que le corail peut tomber malade. Donc, s'intéresser aux algues, c'est fondamental dans la préservation du corail. Et c'est aussi parce que les algues sont très en amont, en fait, de la chaîne alimentaire au niveau de la faune marine. Donc, le deuxième test, du coup, on l'a fait sur une algue marine. Donc, le petit nom est écrit ici en latin, Phaedactylum tricornum. Et là, on a utilisé une méthode normée, donc une norme NF ISO 10253. Très important pour nous d'utiliser ces tests normés. Et le troisième, donc comme je vous le disais, un représentant du plancton d'eau douce, Daphnia magniastros, selon une méthode, elle aussi normée, OCDE 202. Et en fait, c'est uniquement quand l'intégralité de nos produits solaires passe ces trois tests, et non pas que un ou deux, il faut vraiment que le produit passe ces trois tests pour pouvoir bénéficier du pictogramme qu'on rajoute sur les produits et sur les sites internet des marques, le petit pictogramme qu'on vous a montré précédemment et qui s'appelle Coral Safe. Voilà, donc on a testé 100% de nos formules. On est très fiers des résultats obtenus. On a plus de 83% de nos produits qui passent les trois. Et sur les autres, s'il y en a un qui ne passe pas, par exemple les algues ou le corail, on enclenche de la reformulation. Donc voilà pour le premier engagement avec un plan d'action très concret. Sur le deuxième engagement, ça concerne la façon avec laquelle on va concevoir notre produit. Donc, tout commence par le choix des ingrédients. Il n'y a pas que les filtres qui rentrent dans la composition d'un produit solaire. Il y a aussi ce qu'on appelle les excipients, ce qui va permettre de construire la galénique du produit solaire, que ce soit une crème, une brume huileuse, par exemple, ou un fluide. En fait, on va faire très attention au choix de nos ingrédients de manière à minimiser nos impacts sur l'environnement. Donc là, ce sont d'autres critères dans la sélection, type écotoxicité, par exemple, ou phototoxicité de certains ingrédients, bien évidemment, que l'on bannit. Et ensuite, on fait aussi des tests sur nos associations solaires filtrantes d'un côté, puis on fait d'autres tests sur la formule. Une fois qu'elle est finalisée, des tests plus classiques en matière d'innocuité, tolérance, efficacité, résistance à l'eau, on en a parlé, mais aussi photostabilité, évidemment fondamentale dans les produits solaires. Après, certains de nos produits solaires sont soumis à des études cliniques quand on va aussi chercher de l'efficacité autre que les mesures habituelles des SPF, de l'UVA et de la longueur d'onde critique. On pourra revenir dessus plus tard pour ceux qui le souhaitent. Et ensuite, le troisième point, et qui est fondamental, c'est OK, il y a le respect, mais au-delà du respect que on considère pas suffisant, c'est un minimum, on va dire. On est très soucieux de la régénération de tout ce qui est écosystème aquatique. Donc le fondateur de Naos, Jean-Noël Torel, est aussi un plongeur et complètement amoureux en fait de ces univers aquatiques. Et il a rencontré Laurent Balesta, qui est un biologiste, un photographe, absolument passionné. Et du coup, on soutient des initiatives de son association qui s'appelle Andromède Océanographie, de façon à préserver notamment les posidonies. Alors, qu'est-ce que c'est que les posidonies? Ce sont des prairies sous-marines que l'on retrouve principalement d'ailleurs en mer Méditerranée. Et en fait, on contribue, elles sont très intéressantes parce qu'en fait, elles sont capables de capter 4 à 5 fois plus de carbone que les autres
prairies fleuries qu'on peut retrouver dans l'univers sous-marin. Donc l'idée est de soutenir en fait l'association de Laurent Balesta. Il a notamment développé une application Donia qui permet d'éviter aux bateaux en fait que les ancres aillent dans des zones où il y a énormément de ces Posidonies. Voilà, donc l'idée en fait est de préserver bien sûr les écosystèmes et de contribuer en permanence à leur régénération. Voilà, donc c'était une petite introduction en fait avant d'enclencher la conversation pour vous montrer que oui, en fait, on peut aller au-delà des tests classiques qui sont faits sur les autres catégories de produits solaires au niveau du soin, au niveau des autres catégories de produits que les solaires. Voilà, les solaires aujourd'hui, on cherche vraiment à évaluer leur impact sur l'ensemble des écosystèmes aquatiques, que ce soit la partie eau de mer, océan, mais aussi eau douce, de se soucier en fait de l'impact de nos produits tout au long de leur cycle de vie. Et on a mis en place des stratégies de conception extrêmement strictes et qui diffèrent des autres produits que l'on développe. Voilà, et avec Céline Couteau, du coup, on est maintenant à votre disposition pour pouvoir échanger ensemble et répondre à toutes vos questions sur ce sujet clé. Alors bonjour à tous et à toutes. D'abord peut-être juste me présenter 2 secondes. Je suis donc Céline Couteau, enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie de Nantes. Pourquoi aujourd'hui sur LinkedIn? Parce que c'est un réseau professionnel que j'aime beaucoup. Et pourquoi répondre positivement à l'invitation de Bioderma? C'est parce que c'est une société que j'aime beaucoup et je considère qu'ils commercialisent des produits solaires qui sont très efficaces, qui me touchent beaucoup. Alors, première question donc pour Aurélie. Quels sont les filtres? Alors, je vais corriger un peu la question parce que ça me titille tout le temps. Quels sont les filtres chimiques que vous utilisez dans vos solaires? Donc, je vais commencer déjà par rebondir sur quelque chose sur lequel je suis sensible. Filtre chimique, c'est un terme un peu impropre, hein, puisqu'il vaudrait mieux employer le terme de filtre organique. Que le filtre soit minéral ou organique, il y a de la chimie partout. Donc, voilà. Donc, quel filtre organique utilisez-vous? Alors, du coup, on utilise une dizaine, pardon, parce que si j'enlève les minéraux, une dizaine de filtres organiques par rapport à la trentaine de filtres qui est proposée et listée à l'annexe 6. Alors, je vais pas tous les citer, mais on peut peut-être raisonner par famille. Donc, on va utiliser des triazines, des triazones, qui sont des nouvelles générations de filtres très intéressantes. Voilà, on utilise le BM-DBM. On utilise encore dans 1 ou 2 produits très spécifiques et je pourrais expliquer pourquoi du coup l'octocrylène, donc qui est décrié, qui suscite un certain nombre de débats, mais qui peut être très intéressant dans certains cas, ce qui permet de stabiliser d'autres filtres. Voilà. Après, on utilise aussi de l'homosalate, de l'octylsalicylate, des filtres plus classiques. Et bien évidemment, on privilégie des associations. Donc, il faut savoir qu'un filtre ne s'utilise jamais seul. Pourquoi? Parce qu'on cherche à avoir, et ça c'est notre volonté, d'avoir une protection sur un spectre le plus large possible pour protéger des UVB, mais aussi des UVA. Et les UVA sont classés en 2 catégories, les UVA courts et les UVA longs. Et quand on a une approche dermatologique, c'est très important de s'intéresser à la protection dans les UVA longs. Et ce qui fait qu'on est limité en matière de filtres. Seules des associations permettent d'avoir cette très bonne couverture, ce qu'on appelle ce spectre large, et cette couverture aussi dans les UVA longs. Voilà. Bon, je peux pas rentrer dans le détail de tous les filtres, mais peut-être pour ceux que ça intéresse, on peut échanger de façon plus précise. En tout cas, on les utilise en association. Voilà, c'est important. Et on combine, comme vous disiez Céline, aussi à la fois du chimique et du minéral dans certains cas. Voilà, j'avais envie de rebondir là-dessus Aurélie, justement pour préciser que les filtres UV, c'est un petit peu comme les individus. C'est-à-dire, moi, je ne connais pas de personne parfaite, de gens qui aient à la fois toutes les qualités. Le filtre UV idéal, c'est comme les individus, ça n'existe pas. Donc, effectivement, vous dites que vous utilisez les triazines et vous avez raison puisque ce sont les filtres les plus efficaces
du marché, malheureusement, les triazines sont assez peu photostables. Donc, c'est intéressant de les associer avec d'autres filtres, dont le fameux octocrylène, qui a tout à fait son intérêt dans les formules, puisqu'effectivement, ça va servir à stabiliser. Alors, ensuite, on va avancer. Alors, dans un environnement où l'inquiétude consommateur est grandissante, à tel point qu'il peut stopper l'utilisation d'une protection solaire au détriment de la santé, comment rassurer et de redonner confiance à ce dernier envers des produits qui sont reconnus comme sûrs? Effectivement, les produits solaires, ce sont des produits sûrs. Il faut, c'est peut-être une question de pharmaciens ou préparateurs. Effectivement, il faut bien faire comprendre aux gens actuellement que l'ennemi, c'est le soleil, les ennemis, ce sont les UV et non pas les filtres UV. Et dans la presse, on a parfois tendance à voir, sur un certain nombre de blogs, on a un décalage, c'est-à-dire qu'on présente désormais les filtres UV comme des ennemis. Il ne faut pas faire ça, ce n'est pas la réalité vraie, ce n'est pas la réalité de terrain. Il ne faut pas oublier aussi que ces produits-là sont destinés à vraiment préserver les cancers cutanés. Et d'ailleurs, même les statuts dans certains pays, on le sait, aux États-Unis par exemple, sont vraiment considérés comme des médicaments à part entière. En Australie aussi, j'avais la discussion pas plus tard que ce matin, c'est extrêmement compliqué de les mettre sur le marché. Ils sont considérés comme des médicaments. Donc nous, en Europe, on a cette réglementation qui nous permet de développer des produits solaires, de les commercialiser plus facilement. C'est une vraie chance dans la préservation des cancers de la peau. Après, malheureusement, on entend un peu de tout sur les produits solaires et c'est bien dommage. Il y a eu quelques filtres qui nous ont embêtés, qui en effet ont montré en fait des impacts négatifs, mais on voit à quel point l'industrie en fait a énormément bougé ces dernières années pour revoir ces produits solaires. Aujourd'hui, on a une capacité de faire des évaluations toxicologiques extrêmement fines. Voilà, c'est une grande chance. On peut évaluer le pouvoir de perturbation endocrinienne, on peut évaluer tout ce qui est substances traces quasiment dans des quantités infimes. Et aujourd'hui, on est en capacité de faire des produits solaires extrêmement sûrs. Et voilà, je pense qu'en effet, c'est pas évident de rassurer chaque consommateur sur ces sujets. Et pourtant, il y a un enjeu de santé publique qui est fondamental. Oui, c'est vraiment important d'insister et le rôle aussi du professionnel de santé quel qu'il soit, c'est vraiment de rassurer et de dire qu'il faut choisir les bons produits, en particulier pour les personnes les plus fragiles, donc les personnes qui ont déjà eu des cancers cutanés ou des kératoses actiniques. Ces sujets-là, c'est un peu obligatoire. Alors, il y a une question qui est un petit peu du même style, on retombe sur les mêmes choses. Les filtres solaires préconisés pour la femme enceinte ou allaitante. Alors, j'ai envie de dire qu'elle soit enceinte ou allaitante, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on ne va pas se badigeonner les seins de produits solaires avant d'allaiter son enfant. Donc, ça ne va pas être le souci. Un bon produit, il convient pour l'ensemble de la famille et il convient pour tout le monde. Donc, je pense qu'Aurélie va aller dans ce sens-là en disant que chez Naos, effectivement, le profil toxicologique est parfaitement étudié. Ce qui va pour l'un ira pour l'autre et on est toujours dans une exigence de qualité et de santé pour l'ensemble des utilisateurs. Tout à fait. En fait, la femme enceinte ou allaitante fait partie de la même catégorie et est ce qu'on appelle dans notre jargon une cible bien particulière. Comme des personnes qui peuvent avoir la peau lésée, comme on peut adresser l'enfant de moins de 3 ans, le bébé, etc. Donc en fait, quand on fait l'évaluation toxicologique de nos produits, en effet, on tient compte de différentes cibles qui peuvent utiliser ce produit-là. Donc, nos experts toxicologues, on a une évaluation toxicologique de chaque produit, prend en compte la femme enceinte ou allaitante. C'est très important dans le choix de nos ingrédients. Quand je parlais de critères de sélection, ça fait partie des critères d'entrée quand on conçoit le produit. Donc, le produit est conçu avec comme optique d'être adapté à la femme enceinte et allaitante et l'ensemble des tests qui sont réalisés par la suite prennent en compte cette catégorie. Il peut y avoir des produits qui sont non adaptés, que ce soit des produits solaires ou des produits de soins d'une manière générale. Nous écrivons toujours une mention spécifique quand c'est le cas, c'est-à-dire que ce produit ne convient pas à la femme enceinte ou allaitante. C'est systématiquement écrit sur nos produits. Alors, finalement, cet élément-là, ce sera plus lié d'ailleurs à un autre ingrédient qui viendrait s'ajouter plutôt qu'au filtre UV en propre.
Après, c'est une question qui n'en est pas une. C'est un petit coucou d'ailleurs à celle qui l'a posée, Marie Délinger, puisqu'on échange beaucoup sur LinkedIn. Donc, c'est pas vraiment une question, mais effectivement, c'est une affirmation et je suis tout à fait d'accord avec elle. Pour rassurer les gens, il faut surtout leur expliquer pourquoi on utilise certains ingrédients et remettre la science au cœur de la pédagogie. C'est nos chevaux, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de bataille à Marie et à moi-même. Effectivement, l'une comme l'autre, on fait beaucoup de pédagogie. Donc, on est d'accord, hein, Marie, là-dessus. Je pense qu'il faut effectivement remettre de la science et il faut arrêter de dire n'importe quoi. Alors ensuite, c'est une question de Pauline. Une composition avec des ingrédients d'origine naturelle peut-elle être moins efficace qu'un produit solaire plus traditionnel qu'on connaît tous? Donc finalement, c'est synthèse versus naturel, la question. Alors attendez-moi, du coup, je suis pas sûre d'avoir compris. Le naturel, qu'est-ce qui est sous-entendu du coup? Oui. Une composition avec des ingrédients d'origine naturelle peut-elle être moins efficace qu'un produit solaire plus traditionnel? Ma réponse, elle est évidemment, à l'heure actuelle, on ne fait pas de produits solaires naturels, c'est-à-dire uniquement une huile végétale dans laquelle on aurait fait macérer quelques petites plantes bien sympathiques. Ça n'existe pas et ce n'est même pas, ça va faire sourire aussi Marie, puisqu'il y a eu une petite conversation sur LinkedIn sur ce sujet il y a quelque temps. Ça n'existe pas encore et ce n'est réglementairement pas pris en compte. C'est-à-dire que pour être un produit solaire d'un point de vue réglementaire, il faut comporter dans sa formule un certain nombre de filtres UV qu'on retrouve, comme le disait Aurélie, dans cette fameuse annexe 6. Alors, il faut vraiment sauter de la tête que tout ce qui est naturel est sain et tout ce qui est de synthèse est dangereux. Ça, c'est vraiment un schéma simpliste et qui est totalement faux. Pour rebondir, voilà, le naturel ne veut pas forcément dire bon pour la peau. Les pires poisons sont dans la nature, on est plusieurs à le rappeler en permanence. Et c'est pas parce qu'une molécule est issue de la synthèse chimique qu'elle est mauvaise. Bien au contraire, parfois on obtient des taux de pureté qui sont très intéressants. Et chez Naos, on s'intéresse beaucoup au biomimétisme. Et quand on veut reproduire des molécules qui sont naturellement présentes chez nous, et nous sommes un animal, cette molécule n'est pas toujours présente dans le règne végétal et pour le coup, on peut l'obtenir par biotechnologie ou synthèse. Ce sont vraiment des voies d'avenir. Par contre, attention, en effet, là aussi, il y a eu très mauvaise presse de la synthèse chimique liée à des vieilles pratiques au niveau de la chimie ou de la pétrochimie, mais il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, on a accès à de la chimie verte, on a accès à des processus qui sont très propres. Et par contre, en effet, j'avais pas bien compris la question, parce qu'un solaire 100% naturel, pour moi, ce n'est pas possible. Voilà, ou alors ce sont des huiles, mais attention au risque de brûlure, qu'on est absolument pas recommandé. Ce n'est même pas considéré comme produit solaire d'ailleurs. Ben non, on peut ainsi. Si on reste vraiment dans le domaine végétal, on aura, vous savez, la traditionnelle graisse à traire, qui est spéciale coup de soleil. Alors là, après, ça va être une question typiquement pour vous, Aurélie, c'est quel est votre positionnement sur les tests de biodégradabilité? Alors, très bon point. En fait, la biodégradabilité pour les solaires n'est pour moi absolument pas un critère pertinent. Alors, je vous explique pourquoi. L'OMC, l'octylméthoxycinamate, que l'on connaît, filtre solaire très décrié, perturbateur endocrinien avéré, est extrêmement bien biodégradable. Un autre exemple, les benzophénones 4 et 5 que l'on n'utilise plus sont également biodégradables. Donc en fait, un certain nombre de molécules qui peuvent avoir des impacts négatifs pour la santé ou pour la planète peuvent être biodégradables. Donc, et c'est presque antinomique avec la notion de filtre solaire. On veut au contraire qu'il reste à la surface de la peau, qu'il y ait le peu d'interaction possible, mais la notion de biodégradabilité n'est absolument pas un critère pertinent. D'ailleurs, il y a beaucoup de groupes qui évaluent la biodégradabilité de leur formule en évaluant uniquement la galénique et en retirant les filtres solaires. Voilà, le filtre solaire, ce qu'il faut vraiment mesurer, c'est plutôt la persistance et surtout les impacts, comme on s'est dit, c'est-à-dire l'intégralité de la formule, quel va être son devenir et quel est son impact potentiel au niveau de l'environnement. Voilà, donc si pour un solaire, pour moi, ce n'est pas un critère pertinent, en revanche, le connaître pour des ingrédients et l'évaluer pour des produits d'hygiène, des formules beaucoup plus simples, moins complexes que les solaires, là, ça a du sens.
sur des formules qui contiennent beaucoup d'eau, par exemple, voilà, et qui ont un nombre d'ingrédients limité. La biodégradabilité, oui, peut être étudiée, mais il faut savoir que les méthodes auxquelles on a accès, hein, les OCDE 301 B et F, en fait, sont développées pour des ingrédients. Donc, on peut le faire sur des produits finis, mais il faut éviter que ce soit des produits finis trop complexes. Donc, pour les solaires, voilà, ce n'est pas à nous, en tout cas, quelque chose qu'on a retenu, en tout cas, comme critère et de pertinent. Alors, vous avez amené le lien, c'est bien, vous me l'avez amené sur un plateau, en parlant d'éthylhexyl méthoxycinamate. Alors, vous avez dit c'est un perturbateur endocrinien avéré. Moi, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. C'est vrai que la famille des cinamates, on connaît cette famille-là et on va les retrouver très largement dans la nature. Là, pour les gens qui veulent du naturel avec ce cinamate, ils sont servis. Donc, on va glisser sur les perturbateurs endocriniens. C'était difficile, je pense, de ne pas l'avoir, cette question-là, ce soir. Est-ce que certains filtres solaires sont des perturbateurs endocriniens? Moi, ce que j'ai envie de répondre à ce sujet, c'est que les perturbateurs endocriniens, on nous les vend à longueur de journée. Et puis, peut-être qu'on arrive à être fatigué. Beaucoup de gens nous sortent que les filtres UV sont des perturbateurs endocriniens. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y en a certains qui vont posséder un effet estrogénique, mais qui va être très minime, qui va être microscopique par rapport à nous, ce qu'on est capable de synthétiser dans l'organisme. Et je faisais de la bibliographie cet après-midi. Vous voyez, j'étais sur la feuille d'épinard et je voyais au niveau publication que la feuille d'épinard était très riche en génistéine, qui est un flavonoïde, qui est un phytoestrogène. Donc, pour les gens qui aiment le naturel, il faut se dire que dans la feuille d'épinard, il faut arrêter de manger des épinards si on ne veut pas de perturbateurs endocriniens. Tiens, les épinards, ça rend personne malade, donc les filtres UV, ça ne rend personne malade non plus. Il ne faut pas accoler la notion de perturbateur endocrinien à la notion de pathologie, de maladie. Tout à fait, en effet, il faut relativiser. Néanmoins, on a voulu en avoir le cœur net. Et pour le coup, sur l'axe perturbation endocrinienne, si je suis tout à fait d'accord sur l'évaluation des formules prises une par une, tout d'abord va être fait dose. Mais néanmoins, nous, ce qu'on a décidé de faire pour en avoir le cœur net, c'est on a aussi passé au crible l'ensemble de nos associations solaires filtrantes. Donc, on en a beaucoup. C'est pour voilà les différentes associations qu'on peut faire entre les filtres. En effet, sous l'angle perturbation endocrinienne. Donc, il existe des tests, pareil, ils ne sont pas parfaits, mais ils permettent quand même de donner des informations, notamment sur l'axe œstrogénique, mais on peut aussi étudier l'axe thyroïdien, par exemple, et c'est quelque chose que nous avons étudié. Donc, oui, on l'a quand même fait pour en avoir le cœur net et pour assurer la pleine sécurité de nos produits. Alors, il y a une question, je pense que l'une comme l'autre, on ne va pas pouvoir répondre. On peut pas plutôt vous affirmer qu'effectivement, un produit solaire, est-ce que c'est efficace sur les cancers cutanés type mélanome? On sait bien qu'un produit de protection solaire, effectivement, c'est efficace sur les cancers cutanés de type épithéliaux. Sur les mélanomes, on sait que c'est multifactoriel. Il y a une part, l'action des UV, mais ce n'est pas uniquement cette part-là, puisqu'effectivement, c'est des cancers qui surviennent également sur des zones protégées. Donc, on ne peut pas affirmer qu'effectivement, c'est efficace sur le mélanome. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Aurélie. Non, c'est très clair. La question de Martin. Non, pardon, non, c'était très clair. En effet, il y a beaucoup de critères. En fait, ça dépend aussi des usages qu'on peut faire des produits, la bonne application, la bonne observance, etc. Une question donc de Marion. Alors, c'est peut-être le petit coucou, c'est peut-être une préparatrice que je connais. Quelle est la rémanence réelle d'un produit solaire après application? Enfin, ça très clairement, c'est connu, ça c'est quelque chose que l'on sait puisqu'il y a des tests qui sont réalisés. La rémanence, finalement, ça tient compte de l'efficacité dans le temps. Si on vous dit d'appliquer le produit toutes les 2 heures, effectivement, c'est, comme dirait un humoriste, c'est étudié pour. Donc, on a fait des tests pour montrer que le produit reste efficace 2 heures après application. La question suivante, les filtres inorganiques sont-ils aussi efficaces qu'ils soient à l'échelle macro ou nano? Comment les produits certifiés biologiques les insèrent-ils dans leur formulation? Ça, c'est un anonyme qui me connaît.
parce que c'est mon dada aussi. Effectivement, dans le domaine dioxyde de titane et oxyde de zinc, on sait très bien que les formes pigmentaires, ce sont les formes qui sont à réserver d'une part pour les fonds de teint, d'autre part pour les produits pour traiter l'érythème fessier. Si on veut avoir des produits minéraux efficaces, effectivement, il faut passer à l'échelle nanométrique. Effectivement, vous soulevez le problème des produits biologiques. Il y en a certains qui ne mettent pas entre crochets nano. Quand on détermine l'efficacité, on dit petit filouf, et nous on dit je pense qu'il y a des nanoparticules dans le milieu. Il faut vraiment se dire que si vous ne voyez pas nano entre crochets, c'est que vous allez vous mettre sur la peau une pommade anti-hémorroïdaire ou un produit pour les fesses des bébés. Je ne sais pas si Naos, vous utilisez le dioxyde de titane dans les solaires. Hein. Ouais, j'adore les images que vous nous proposez. En tout cas, oui, nous utilisons les produits nano, bien sûr, et je tiens à dire que d'ailleurs, nano, c'est relativement gros quand on parle de molécules plus classiques qu'on peut utiliser en cosmétique qui sont de la taille de l'angstrom ou quasiment. Enfin, nano, c'est pas si petit que ça. Donc oui, nous en utilisons, bien sûr. Voilà, sauf dans les produits type spray, puisqu'il y a des controverses avec le risque d'inhalation, donc on fait très attention sur certaines catégories de produits. Néanmoins, oui, on l'utilise. Et oui, sur typiquement le zinc oxide nano, ses propriétés en fait réflectrices sont même améliorées. Donc l'étalement est meilleur, donc on peut avoir une meilleure couverture au niveau de la protection. Et deux, on s'aperçoit que le spectre UVB, UVA est un petit peu plus large que si on par rapport à la forme non nanométrique. La réduction de la taille des particules, c'est vraiment un élément qui va au niveau de l'efficacité, ça on ne peut pas se voiler la face. Alors, la question suivante de Nicolas, est-ce que l'alcool est un ingrédient à exclure dans la formulation d'un produit solaire? Si je suis là aujourd'hui chez Naos, c'est pas mystérieux, c'est parce qu'effectivement, je partage vos valeurs en matière de formulation des solaires. Dans les solaires Naos, on ne retrouve pas d'alcool, donc c'est pas une coïncidence. Effectivement, on insiste beaucoup là-dessus avec Laurence Coiffard. L'alcool, c'est un exhausteur de pénétration qui a tendance à favoriser la pénétration des ingrédients. On n'a pas envie que les filtres se retrouvent dans la circulation. Donc, l'alcool est vraiment un ingrédient à bannir des solaires. Ensuite, on a alors c'est pas vraiment là aussi une question, un mot de chapitre. Et la synthèse permet une pureté contrôlée, ce qui n'est pas forcément le cas du naturel. On revient sur la notion synthèse versus naturel ou l'inverse. Effectivement, moi je suis plutôt pro-synthèse dans la mesure où on est sûr de la qualité de l'ingrédient. Et puis, un argument qui peut aller en faveur, parce qu'on aime tous la nature, faut pas croire qu'on va laisser ça uniquement au domaine du bio. Si on ne veut pas piller la nature, c'est plus simple de synthétiser un certain nombre d'ingrédients plutôt que d'aller faire sa petite cueillette, son prélèvement avec son panier sous le bras. Alors, ensuite on a les filtres minéraux dits naturels sont-ils bons pour la nature? On a toujours, en ce qui me concerne, toujours la même réponse. Une molécule, c'est pas parce qu'elle est dans la nature qu'elle est forcément très sympathique. On va prendre l'exemple du pétrole que tout le monde, ça fait parler en général les gens. Le pétrole, c'est naturel. Je ne sais pas si Aurélie, vous vouliez ajouter quelque chose sur cet aspect. Non, moi je pense qu'après, sur l'ensemble des filtres, en effet, il y a vraiment des partisans du tout minéral aussi. Donc en fait, ce sont des choix qu'on a fait aussi chez Naos de proposer des formules très simples, notamment via la marque Etapure, où en fait on a une dispersion d'écrans minéraux exclusivement dans des huiles, et pour le coup des huiles végétales. Et il y a d'autres choix. Par contre, au niveau de la galénique ou de la sensorialité, c'est vrai, il y a les forces du minéral et il y a aussi ses défauts en matière de films résiduels qui sont un peu plus blancs en effet que ce qu'on peut obtenir avec des filtres organiques. Maintenant, pour moi, le TiO2 et le ZNO, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on n'est pas sur du naturel. Ils sont issus, il y a des agents d'enrobage en fait sur ces écrans et ils sont légèrement modifiés. Donc, il y a une étape de synthèse chimique, de légère transformation pour qu'ils puissent être utilisés en cosmétique et pour qu'on puisse surtout les utiliser de façon stable et garantir leur bonne formulation. C'est très important. Ces enrobages sont vraiment clés.
c'est certain. Alors, une question de Sylvie Bégu. Et ben là aussi, on échange beaucoup sur LinkedIn, donc je suis ravie de pouvoir, entre guillemets, la voir. Alors, où en sommes-nous concernant le dioxyde de titane sous forme nano, pénétration cutanée, devenir dans les milieux aqueux? Effectivement, hein, on a cette notion, plus on va réduire la taille des particules, plus on risque de favoriser la pénétration transdermique. Après, il faut justement bien choisir son excipient. Et je pense que Naos réalise des tests de passage transdermique pour vérifier ce phénomène-là. Là c'est le galéniste. Hein, on lui tend la formule et on lui demande d'aller nous choisir dans ces rayonnages les ingrédients qu'il faut pour pas que ça pénètre. Hein. On veut une action de surface. Le dioxyde de titane nano, c'est le plus efficace. Donc maintenant, au galéniste de jouer. Oui, totalement. La galénique est clé, hein, à la fois pour l'étalement et à la fois, en effet, pour la rémanence, pour éviter toute pénétration, mais aussi toute dispersion dans l'environnement qui était... Voilà, qui est le thème clé aujourd'hui. Et en effet, il y a tout un savoir-faire au niveau galénique qui va bien au-delà d'une simple sélection de filtres et d'écrans. Alors ensuite, avez-vous des solaires qui possèdent une technologie d'adhérence optimisée avec la peau pour limiter la diffusion dans l'environnement? Ah ouais, complètement. Oui. Alors, tout à fait, c'est une très bonne question. Merci de la poser. En effet, sur cette thématique liée à l'environnement, c'est un de nos critères principaux, c'est cette résistance à l'eau, voire même pas que l'eau des baignades, mais aussi à la sueur, à la transpiration, etc. Donc oui, ça fait partie des batteries de tests que l'on réalise sur nos solaires de façon à assurer une très bonne résistance à l'eau. Et c'est clé, comme je vous le disais, pour éviter que le solaire s'éparpille et disparaisse lors de l'utilisation. Ce qu'on veut, c'est que le solaire reste le plus longtemps possible, donc on parle de rémanence, et ensuite qu'il puisse être éliminé au moment où on se douche, qui est une étape importante, d'ailleurs, je tiens à le souligner, pour éliminer justement l'intégralité du produit solaire en fin de journée. Alors, une question toujours finalement sur l'environnement. Est-ce que pour limiter la pollution des océans, des produits dont le SPF est un vrai 30, moins concentré en filtre que les 50, ne suffirait pas comme protection solaire? Alors là, je me permets de répondre en disant que y a ce SPF qui va figurer sur les emballages et ça ne va pas être le SPF qu'on va retrouver entre guillemets dans la vraie vie, puisqu'on sait que les tests en laboratoire, on utilise tous des doses très très élevées de produits solaires. Donc effectivement, si on choisit un 30, on n'aura pas du 30 sur la peau. Et en particulier pour les personnes qui sont à risque, on va prendre vraiment les plus à risque, c'est-à-dire les personnes qui ont eu des cancers cutanés. On ne peut pas s'amuser à leur proposer des indices inférieurs à 50. Donc ça va dépendre évidemment des sujets, plus ou moins à risque, et se dire aussi qu'on a toujours une réduction d'efficacité puisqu'on n'en met pas la même dose qu'en laboratoire. Donc c'est vrai qu'il y a la notion de dose appliquée versus dose réellement utilisée. Par contre, oui, j'aime beaucoup cette question. Moi, c'est vrai qu'en conseil, j'ai quand même tendance à dire il vaut mieux mettre un SPF 30 avec une galénique agréable si on a le type de peau qui le permet, hein, comme vous disiez, Céline. Mais il vaut mieux mettre un SPF 30 qu'on a tendance à réappliquer régulièrement plutôt qu'un 50 une seule fois par jour et après on se sent protégé. Ça, c'est quand même ce que les dermatologues vont traquer et nous, en tant que professionnels et travaillant main dans la main avec les professionnels de santé, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que la personne se sente protégée, mettre une protection le matin et après terminer tout au long de la journée. Non, il faut, surtout quand on est en mode exposition à la plage pendant les vacances, donc exposition plutôt longue durée, c'est très important de réappliquer régulièrement un produit solaire. Et dans ce cas-là, le choix du SPF peut conditionner en fait le fait de vouloir se le réappliquer régulièrement. Voilà. Et après, en effet, pour des produits visage, par exemple, en effet, à moins d'avoir des problèmes pigmentaires, un SPF 30 peut suffire, mais tout dépend du type de peau, bien évidemment. Alors, une question d'Alizé. Les filtres UV sont-ils sensibles à la chaleur? Ainsi, laisser son tube de crème sur sa serviette en plein été pourrait-il déstabiliser et rendre inefficace la formule? Je crois que voilà, pour peu qu'on soit un petit peu galéniste, on le sait bien, effectivement, si vous laissez votre produit solaire en plein soleil,
et puis vous allez le constater vous-même, il y a de l'huile qui va remonter, ça va être pas très très agréable. La formule va, à partir du moment où elle n'est plus homogène, effectivement, on va pouvoir avoir une baisse d'efficacité parce que la dispersion n'est plus bonne. Donc, effectivement, il vaut mieux éviter de laisser sa crème solaire en plein soleil. Alors après, au niveau des tests de stabilité, nous, c'est quand même un critère, alors qui est très complexe dans le développement du produit. Par contre, étant donné que nos produits sont amenés parfois à voyager ou à être utilisés dans des pays, je sais pas, type Brésil ou certains pays d'Asie, où les températures peuvent être extrêmement élevées, ils passent quand même, voilà, l'ensemble des tests de stabilité, où on fait du vieillissement prématuré, incluant de la température, incluant aussi des tests température plus UV, et on revérifie le SPF. Donc en fait, ça permet de nous assurer que dans des conditions normales d'utilisation à la plage, parce que les questions souvent que l'on a, c'est ben voilà, mon produit solaire reste à la plage en plein soleil. Du coup, comment faire? Pouvez-vous garantir l'efficacité du produit? Donc sur l'usage, on va dire raisonné d'une personne qui part en vacances, la réponse va être oui, puisqu'on passe voilà nos produits à 50 degrés, 45 degrés plus UV, etc. Et on peut avoir des packagings où on va vérifier justement qu'ils protègent le produit des UV. Vous avez d'ailleurs très peu de produits solaires transparents, puisqu'en plus les filtres voilà vont être sensibles aux UV. Donc ça c'est un critère clé, oui. C'est vrai que les tests de stabilité, c'est en général un mois à 5 ans, donc c'est vrai qu'on est blindé en matière de résistance. Voilà, 3 mois 45 degrés, donc là bon, à moins que quelqu'un laisse vraiment son produit stagner 3 mois 45 degrés et décide de le réutiliser, là en effet il faut faire attention. Mais sinon, voilà. Après, on a une petite question malicieuse de Benoît. Tiens, bonjour, pour quelles raisons les produits solaires instituts Esthederm ne revendiquent pas de SPF? Et là, je me fais discrète. Alors, nous assumons pleinement ce parti pris. Donc, en effet, dans le groupe, il y a trois marques différentes, 3 marques avec leur personnalité. Donc, Esthederm est la marque la plus ancienne du groupe, développée par Jean-Noël Torel. Et en fait, oui, c'est un parti pris de ne pas afficher le SPF, sachant que l'affichage du SPF n'est pas obligatoire. C'est une recommandation, certes une vive recommandation. Mais si vous regardez les recommandations même de l'ANSM, c'est très intéressant. C'est finalement comment trouver la meilleure protection solaire en fonction de son type de peau, des besoins de sa peau, de la sensibilité de sa peau au soleil, croisé avec le degré d'ensoleillement. Et en fait, ça, on est aussi sur des recommandations même OMS, ANSM, de se dire, en fait, est-ce que le SPF est compréhensible par le consommateur? On s'est dit, pour une marque comme Esthederm, on souhaite accompagner la peau au soleil, permettre à la peau on préfère favoriser l'adaptation de la peau au soleil, laisser passer la juste dose de soleil et de ne pas parler de SPF, mais de valoriser en fait le type d'ensoleillement. Donc voilà, un soleil pour un ensoleillement faible, ensuite un ensoleillement modéré ou des ensoleillements plus extrêmes qu'on peut avoir sous les tropiques par exemple. Et voilà, chaque utilisateur va choisir son produit solaire en fonction de l'environnement extrême et en fonction de son type de peau et de son souhait. Souhaite-t-il bronzer? Et dans ce cas-là, on a aussi à l'intérieur de nos produits des mécanismes d'action biologique pour favoriser la synthèse de mélanine, qui est, soit dit en passant, notre filtre solaire à nous, humains. Voilà, on n'est pas tous équivalents en matière de mélanine, mais voici le parti pris d'Esthederm, donc qui est vraiment une façon d'adapter sa peau au soleil et à l'ensoleillement. D'où ce choix, certes radical, qui fait beaucoup parler de lui, mais qui est un choix totalement assumé. Et qu'on continue de défendre. Que pensez-vous de l'application d'un solaire contenant des nanos sur une peau lésée, fragilisée par un acte esthétique, par exemple? Effectivement, vous avez des produits photoderm laser qui s'appliquent à ce type de personnes. Nano ou pas, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Il faut vraiment que la personne soit excessivement bien protégée puisque, comme vous l'avez indiqué, elle est fragilisée. On va utiliser de toute façon le produit sur une courte période, donc effectivement, même si le phénomène de passage transdermique est optimisé, ça ne va pas créer un problème particulier puisque on va le faire que sur une très courte période. Oui, tout à fait. Et comme vous le disiez, l'ensemble de la galénique joue énormément. En fait, on a cette expertise chez Bioderma dans une gamme qui s'appelle Cicabio et qui est vraiment dédiée aussi aux peaux abîmées, lésées, où certains produits peuvent être utilisés en post-acte.
Donc, tout à fait, il y a des produits qui peuvent être adaptés. Là encore, c'est le mode de conception du produit qui joue. Comme on disait tout à l'heure, on travaille avec des cibles dans notre jargon. On parlait de la femme enceinte ou allaitante et il y a aussi une cible bien spécifique qui est en effet la peau irritée, la peau abîmée, la peau lésée qu'on prend en compte dans nos évaluations toxicologiques. Donc, au-delà des nanos, parfois, il y a tout un tas de substances qui peuvent être des substances traces, qui viennent de matières premières de mauvaise qualité, des substances chimiques du packaging, etc., qui peuvent être bien plus néfastes. Donc, c'est une prise en charge globale. Et bien évidemment, il faut que ce soit un produit développé pour, comme vous le soulignez. Il ne faut pas prendre n'importe quel solaire pour un acte post-acte. Il faut faire très attention. Une question de Magali. Pourquoi ne plus communiquer sur les mesures UVA sur les solaires? Alors, ça dépend des produits. Je pense qu'on communique sur certains produits, il y a l'affichage de l'UVA. Sinon, c'est le pictogramme en fait qui est proposé maintenant et qui est le UVA entouré d'un cercle et qui signifie qu'on respecte bien le ratio UVA sur SPF demandé par la réglementation, qui est à dire supérieur ou égal à 1/3. Voilà. Sinon, après, ce pictogramme, du coup, est bien indiqué sur les produits. Et selon les produits, selon les marques, en effet, dans notre groupe, cela dépend, on peut afficher l'indice UVA. En tout cas, évidemment, on le mesure de manière systématique en vivo. Alors, la question suivante, c'est la meilleure protection du corail est de développer des solaires avec une très forte résistance à l'eau. Enfin, on est tous d'accord. Mais le choix du sensoriel est souvent favorisé pour assurer la compliance. Et là, je pense que vous allez rebondir là-dessus, puisqu'il ne faut pas opposer résistance à l'eau et sensorialité. La preuve, c'est que vous êtes capable de formuler des produits effectivement qui sont très résistants à l'eau et que l'on applique avec plaisir sur la peau. Oui, complètement. C'est un vrai savoir-faire en galénique. On développe tout un tas en fait de formules en fonction de l'usage. Ça peut être des galéniques adaptées à l'application sur peau mouillée, par exemple, qui vont avoir certains comportements au contact de la peau au moment de l'application. Et puis, en effet, on étudie donc cette interaction soleil, produit solaire peau, mais aussi produit solaire environnement potentiel. Et en effet, cette résistance à l'eau, très grande résistance, voire very water resistant, cette très grande résistance à l'eau est mesurable. Et voilà, et c'est un challenge, c'est pas évident pour les équipes de développement, s'il y en a qui m'écoutent, voilà, c'est un challenge de tous les jours, mais tout à fait c'est possible. On peut concilier forte sensorialité et très forte résistance à l'eau. Voilà, il y a plein d'astuces dans les systèmes émulsionnants, dans le choix des corps gras, des excipients qu'on peut utiliser. C'est un travail sans relâche, mais il y a des solutions. Ouais. Alors, pour rebondir, les SPF 10 de certains produits de beauté, par exemple fond de teint, protègent-ils vraiment ou est-ce plutôt un effet marketing? Je pense que là aussi, on va être d'accord. Quand on est sur un SPF 10 sur un produit de maquillage, effectivement, là, on est dans le concept marketing, puisqu'on sait bien qu'un produit de maquillage, on va en mettre à peu près 8 fois moins qu'un produit solaire. Donc, effectivement, le malheureux SPF 10, il va être quand même extrêmement divisé à la sortie. Je continue avec comment les produits biologiques réussissent-ils à afficher un SPF 50 lorsqu'ils n'indiquent pas la mention nano? Je vous renvoie un peu la question parce qu'effectivement, moi, je ne sais pas faire et je pense que personne n'arrive à formuler un produit bio 50 ou 50 plus avec mon fameux dioxyde de titane qui est le principe actif de la pommade anti-hémorroïdaire titanoréine. C'est pas possible. Donc ça, clairement, et on a testé beaucoup de produits, on l'a démontré. Ajout d'un enrobage pour augmenter la taille des filtres initialement nano. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la grande majorité quand même des filtres nano sont enrobés parce qu'effectivement, quand c'est nanométrique, le risque c'est de s'agglomérer à nouveau, ce que l'on ne veut pas. Donc on va utiliser effectivement des enrobages qui permettent de maintenir les particules à distance les unes des autres. Sylvie, de plus en plus de filtres solaires sont présents dans les crèmes de jour maquillage. Quels sont les risques de cette pratique? Nous, on n'est pas très pro maquillage filtre parce qu'effectivement, on trouve que ça brouille un petit peu le message de protection solaire. Et là, on va plutôt côté minéral en se disant, tant qu'à faire d'être protégé, autant l'être avec du dioxyde de titane. Ça,
c'est mon avis personnel. Je ne sais pas si après, il y a des compromis que l'on propose. Ça peut être des poudres compactes, en fait, avec des bases minérales qui permettent d'être appliquées à plusieurs moments dans la journée. Donc là, on peut concilier du maquillage avec de la protection, avec certains produits qui sont vraiment développés pour ça. Voilà. Après, bon, nous, on n'est pas des spécialistes du maquillage et du fond de teint, donc je ne suis pas la mieux placée pour répondre. Mais en effet, appliquer une protection solaire le matin, c'est-à-dire un fond de teint qui contient des filtres organiques, on ne va pas avoir une protection longue durée suffisante. Voilà, donc ça, c'est le risque, là encore, c'est d'appliquer un fond de teint le matin, se sentir protégé, et au moment, je ne sais pas moi, du déjeuner en terrasse le midi ou d'une exposition dans l'après-midi, là, de ne plus être suffisamment protégé. Donc, je le redis, et là, c'est plus avec une casquette, on va dire, dermatologique dans l'approche, c'est à vraiment adopter une protection solaire qui est adaptée à son mode de vie, à son usage. C'est important. Maintenant, il y a beaucoup de produits qui sont nomades. On fait aussi des petits formats, des produits qu'on peut glisser dans le sac à main, des compacts, des galéniques qui sont agréables et qu'on peut appliquer par-dessus le maquillage. Là, ça permet de le réappliquer plusieurs fois tout au long de la journée. Voilà. Après, par contre, on développe, et à l'inverse, oui, pardon, et pour finir sur cette question, à l'inverse, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des pigments colorés dans de véritables produits solaires. Donc, on a développé avec Bioderma toute une catégorie de produits qu'on appelle les Nude Touch, avec un toucher justement nude invisible qu'on peut appliquer plusieurs fois par jour. C'était d'ailleurs des demandes qui venaient des pays d'Amérique latine où ils sont très friands de ce genre de protection. Et là, par contre, on les développe comme de véritables produits solaires dans lesquels on ajoute une teinte. Donc, c'est presque l'inverse. C'est un produit solaire qui s'est inspiré du fond de teint pour pouvoir s'adapter à toutes les carnations et pouvoir être appliqué plusieurs fois dans la journée. Voilà, si nécessaire. Mais ça reste un produit solaire dans la façon avec laquelle il a été conçu. Sachant que je rebondis aussi là-dessus, sachant qu'effectivement les oxydes de fer sont des pigments qui sont photoprotecteurs, donc effectivement c'est plutôt bien pensé. On revient sur la notion d'appliquer un produit solaire sur une peau fragilisée, c'est quelque chose qui vous intéresse visiblement. Que pensez-vous de l'utilisation des filtres sous forme nano sur des peaux spécifiques pathologiques? Pénétration cutanée accrue. Alors là, c'est peut-être plus, la personne pensait non pas à un acte chirurgical, mais à des personnes qui souffrent d'eczéma, de psoriasis ou d'autres pathologies de ce type, ou acné. Effectivement, il va y avoir de toute façon en général des gammes spécifiques pour les différents types de peau. Et c'est à chaque fois des formules qui sont raisonnées et qui sont adaptées à chaque situation. Alors, on ne va pas condamner la personne qui souffre de psoriasis à développer un cancer cutané dans le futur, tout simplement parce qu'elle a du psoriasis. Donc, il faut formuler pour cette personne des formules extrêmement efficaces, donc ne pas forcément passer à côté des nanos. Et après, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est très important, c'est ne pas stigmatiser les nanos, en effet, parce que ça peut permettre d'avoir une très bonne couverture. Et comme on l'a dit, nano, c'est gros. Et voilà, comme le disait Céline, ce qui est important, c'est de considérer l'ensemble de la formule. Donc, il n'y a pas que les écrans minéraux nano. Quand on formule pour des peaux lésées, abîmées, ou même quand on réfléchit à un soin pour la peau atopique, par exemple, on va le concevoir vraiment d'une manière différente. On va faire attention au choix de nos émulsionnants, au choix du système conservateur. On peut éviter les parfums. On va faire attention à toutes sortes de molécules qui peuvent avoir un impact négatif sur ce type de peau. Donc, c'est vraiment une réflexion globale dans la conception du produit. Et comme on a dit tout à l'heure, bien sélectionner son produit en fonction de son besoin. Voilà, nous c'est vraiment la façon de fonctionner, d'aider la peau à s'adapter à son environnement solaire, selon si c'est un produit de quotidien qu'on va appliquer tous les jours, plusieurs fois par jour. Si c'est un produit pour l'été, quand on part à la plage, et là on cherche une galénique complètement différente. Mais en tout cas, voilà, pour les peaux fragilisées, lésées, abîmées, c'est vraiment une approche globale de la formulation. Et ne pas être focusé que sur le filtre, c'est une petite partie de la formule, certes importante, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'on est arrivé au bout des questions qui avaient été posées. On peut peut-être revenir sur la notion d'hygiène, sur la notion de se doucher après l'utilisation d'un solaire.
Oui, c'est quelque chose de très important en effet. Du coup, c'est très important en fait d'enlever en fin de journée son produit solaire, que ce soit pour le visage ou pour la douche. Donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait et juste avec de l'eau, ça ne suffit pas parce que comme vous l'avez compris et comme ça a été souligné aussi par certaines personnes, pour minimiser notre impact sur l'environnement, c'est très important aussi d'avoir une formule water résistante et donc, en effet, quand on va se doucher, il faut utiliser un produit qui contient des agents moussants qui vont pouvoir éliminer, casser la structure de la crème solaire et l'éliminer. Mais c'est un geste, en effet, très important et pas juste le faire à l'eau avec la douche sur la plage. Surtout avec les minéraux, voilà, s'ils s'accumulent sur la peau, ils peuvent aussi laisser ce petit film blanc et voire dessécher certaines zones de la peau s'ils ne sont pas correctement retirés. Donc, cette étape de nettoyage est fondamentale. Eh bien, je crois que notre discussion touche à sa fin. Merci beaucoup à toutes les deux, Aurélie et Céline, du temps que vous nous avez accordé. Alors, rassurez-vous, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions et c'est bien, ça veut dire que le sujet était pertinent pour vous. On va répondre à toutes les questions. Il en restait plus de 20 encore en attente. Donc, bien sûr, on vous répondra en message privé et on va faire attention à ce que vous ayez tous votre réponse. Un grand merci à vous, Céline, et je rappelle que vous venez de publier un livre Tout savoir sur les produits solaires avec Laurence Coiffard et aux éditions One Health Media. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez l'exploration dans ce monde merveilleux des produits solaires. Et j'ai qu'à vous dire merci pour votre participation à ce premier live. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des messages privés pour qu'on puisse continuer cette démarche et être un peu plus en interaction, en discussion avec vous et vous proposer prochainement d'autres thématiques. Merci et à très bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.